Ici Satou. Le destin est une chose mystérieuse. Des retrouvailles inattendues avec quelqu'un rencontré en voyage sont bien plus qu'un simple interlude dramatique. La deuxième rencontre est peut-être une coïncidence, mais quand elle s'accumule. Pourrait-on appeler cela le destin? C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Je suis Sarah, la prêtresse oracle du temple Tenion. Une voix mystérieuse, telle une mélodie angélique, résonna dans la salle d'audience du château de Munno. Elle me fixait droit dans les yeux, ses yeux d'un vert éclatant de feuilles fraîchement germées. Sous la lumière du soleil qui filtrait dans la salle d'audience, ses cheveux clairs brillaient d'un étrange éclat, entre l'or et l'argent. Était-ce ce qu'on appelle des cheveux, blond platine? Ils étaient particulièrement ravissants à côté de sa peau blanche et pâle. Son nez, situé un peu plus bas sur son visage que la moyenne des habitants du royaume de Shiga, dessinait une ligne splendide de profil et attirait le regard vers ses lèvres douces, ni trop épaisses ni trop fines. Elles étaient d'une brillance éclatante malgré l'absence présumée de rouge à lèvres, contribuant à son allure charmante de jeune femme en pleine forme. La jeune fille portait une tenue de prêtresse à l'occidentale, ornée d'un simple motif brodé de fils bleus et or, semblable à celle que portait mademoiselle Ona, la prêtresse du temple de Parion, lors de notre rencontre à Seriou. Bien que la tenue fût conçue pour être modeste, une partie impressionnante de sa poitrine affirmait néanmoins sa présence. Elles n'étaient pas du tout au niveau de Nana ou de mademoiselle Karina, mais elles étaient incontestablement imposantes pour son âge. Bien sûr, je n'avais aucune envie de draguer une fille à peine en âge d'aller au collège ou au lycée, mais dans 5 ans environ, elle serait assurément à surveiller. Mademoiselle Nina, la magistrate, me donna un coup de coude ostensible, et je réalisais que tout le monde attendait que je me présente. Tous les autres avaient terminé leur présentation tandis que je rêvassais à l'avenir de cette jeune fille. Tous les regards dans la salle d'audience du château de Munno étaient braqués sur moi. Baron Munno, mademoiselle Nina, mademoiselle Sarah et ses chevaliers d'escorte, ainsi qu'un beau fonctionnaire. Enchanté de vous rencontrer, dame Sarah. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire et vassal de la baronnie de Munno. Je viens tout juste d'obtenir ce titre, j'espère donc que vous me traiterez avec bienveillance. Je lui adressai le salut habituel que j'avais appris de ma conseillère en étiquette, Yuyurina. Mademoiselle Sarah me sourit en retour, mais le regard sévère des 2 chevaliers derrière elle resta inchangé. D'après l'affichage de Lara, mademoiselle Sarah était de niveau 30 et maîtrisait les compétences magie sacrée, foi tenion, oracle, méditation et perception de la malice. Les chevaliers qui l'escortaient étaient eux aussi d'assez haut rang. Le chevalier du temple Keon Bobino, celui aux cheveux blonds courts, était de niveau 31, et le chevalier impérial Ipazaloïde, celui à la chevelure rousse, de niveau 33. Le beau fonctionnaire du duché d'Ougoche derrière eux était d'un niveau 12, bien plus moyen. Si j'ai bien compris, mademoiselle Sarah et ses compagnons étaient venus contribuer au rétablissement de l'ordre et à la revitalisation de la baronnie de Munno après la récente attaque démoniaque. Sur la place devant le château, une importante force de 8 chevaliers, 4 prêtres, 300 soldats et 40 chariots se tenaient prêtes. Avec toute cette puissance, ils pourraient probablement abattre le château de Munno s'ils le voulaient. Baron au cœur tendre ou non, cependant, si une tacticienne avisée comme mademoiselle Nina les avait laissés pénétrer dans l'enceinte du château, il y avait fort à parier qu'ils étaient parfaitement amicaux. Je suis surprise que le duc ait permis à sa charmante petite fille de quitter le territoire, commenta mademoiselle Nina. Ayant quitté ma maison, je crains de ne plus avoir aucun lien avec le duc. Mademoiselle Sarah garda un sourire doux en répondant. Son nom de famille n'apparaissait pas sur l'écran de réalité augmentée, mais après vérification des informations plus détaillées, il s'avéra qu'elle était bien la petite fille du duc Ougoche. Et alors, pourquoi le temple aurait-il envoyé son précieux oracle en si grand danger? La grande prêtresse a eu la gentillesse de me soutenir. Quelque chose dans les paroles de mademoiselle Sarah me sembla étrange, mais avant que je puisse comprendre ce que c'était, mon attention fut attirée ailleurs. Je vois. Alors, la sainte femme du temple de Tenion est aussi gracieuse et audacieuse que jamais. Bien que mademoiselle Nina et mademoiselle Sarah l'appelaient par des noms différents, la grande prêtresse et la sainte femme du temple ne faisaient qu'un. J'avais supposé que mademoiselle Sarah elle-même était la sainte femme dont j'avais entendu parler, mais il semblait que je me trompais. Alors, cette sainte femme est encore plus sainte que mademoiselle Sarah? Mon imagination, pourtant si pitoyable, ne parvenait même pas à l'imaginer. Lors de notre visite dans la vieille capitale, il me faudrait trouver un moyen de la voir, ne serait-ce que de loin. De plus, je dois aussi exorciser les traces de la malédiction du roi mort-vivant, ce que la grande prêtresse n'a pas pu faire. Elle est donc malade? J'en ai bien peur. Récemment, elle n'a même pas pu quitter le sanctuaire du temple. Je ne savais pas exactement ce que signifiait ce sanctuaire, peut-être une unité de soins intensifs d'hôpital, ou quelque chose du genre.
J'avais toujours imaginé que la magie sacrée de haut rang pouvait guérir n'importe quoi, mais apparemment, il y avait des choses que même la magie ne pouvait pas faire. Et donc, finalement, le héros masqué et les géants de la forêt ont éliminé l'armée de démons, mais le château serait tombé avant l'arrivée des renforts sans l'aide de Sir Pendragon et de ses compagnons. Après avoir rejoint le salon, Mademoiselle Nina raconta l'histoire de la récente attaque démoniaque à Mademoiselle Sarah et à ses compagnons. Il y avait 7 personnes dans la pièce, le baron Munot, la magistrate Mademoiselle Nina, Mademoiselle Sarah, ses 2 chevaliers, gracieuseté du duc, le beau fonctionnaire et moi. Quel splendide acte de bravoure pour quelqu'un d'aussi jeune que de non seulement survivre indemne à une rencontre avec un démon, mais aussi de le vaincre. Nous aurions bien besoin de quelqu'un comme vous dans nos rangs, loua le chevalier impérial. J'appréciais le compliment, mais je me serais bien passé de son sourire plutôt affamé. Personnellement, je n'y crois pas. Ce jeune garçon a vaincu un démon? Sir Keon, taisez-vous. Le chevalier impérial réprimanda le chevalier du temple, dont le regard renfrogné ne fit que s'accentuer. Il faut un escadron entier pour avoir une chance de vaincre même un démon de l'enfer mineur, et vous risquez quand même d'en perdre la moitié. Et nous devons croire qu'un groupe de femmes et d'enfants en a vaincu un? Impossible. Dois-je comprendre que vous ne me croyez pas sur parole, alors, sire chevalier du temple? Les paroles du chevalier durent toucher une corde sensible, le ton de Miss Nina changea brusquement. Plus ses paroles étaient polies, plus elle était susceptible de passer à l'attaque. Est-ce Sir Keon? Le beau fonctionnaire avait pâli et s'était rapidement levé pour arbitrer la situation. Dame Nina, je suis terriblement désolé. Il ne vous veut aucun mal, je vous l'assure. Paix s'il vous plaît, trouvez la force de contenir votre rage. À cet instant, je ressemblais à un garçon mince de 15 ans. Il n'était pas étonnant que le chevalier du temple ne croie pas que j'avais vaincu un démon. Pourtant, cette tension était peu enviable. Je comprends votre scepticisme, sire chevalier. Cependant, ce n'est pas mon seul pouvoir qui a vaincu le démon. Je le dois à l'aide d'amis de confiance, ainsi qu'à un artefact spécial qui affaiblit temporairement le pouvoir d'un démon. Un artefact, je vois. À mon explication, le fonctionnaire intervint avec une marque de reconnaissance plutôt mélodramatique. Il a une tâche difficile. Pour poursuivre la discussion, j'ai détaillé la cloche de scellement des démons que j'avais reçue du chef des géants de la forêt, ce qui avait contribué à apaiser le chevalier du temple. Grâce à un effort conjoint, le fonctionnaire et moi avons traversé la crise sans encombre, et la conversation a dévié vers le combat entre le démon et le héros masqué. Il s'est assimilé à une hydre? Un démon mineur ne devrait pas pouvoir s'emparer d'un demi-dragon. Il devait être intermédiaire, alors. Le chevalier impérial et Miss Sarah réfléchissaient à voix haute. Ma recherche sur la carte l'avait identifié comme un démon mineur, mais je gardais cela pour moi. Alors, quel était le but du démon en attaquant ce territoire? Intervint le chevalier du temple, essayant ouvertement de transformer cela en interrogatoire. De toute évidence, cet homme était un dépendant d'un aristocrate de haut rang de l'ancienne capitale, le comte Bobino, et il avait donc un penchant pour l'arrogance. Mademoiselle Nina lui lança un regard noir pour son ton insolent, et le baron Munot répondit à sa place, La lettre du héros masqué suggérait que le but du démon était la résurrection du seigneur démon. Cette lettre était ma tentative de transmettre le plan du démon après l'incident. Qu'avez-vous dit? C'est une affaire sérieuse. Les 2 chevaliers se levèrent d'un bond à la révélation choquante du baron Munot. Le fonctionnaire blêmit encore plus, incapable de parler. L'expression « seigneur démon » semblait avoir un poids considérable ici. Veuillez rester calme, tous les 2, les réprimanda doucement mademoiselle Sarah. Malgré son air calme, elle ne pouvait dissimuler la façon dont le sang avait disparu de son teint jusque-là rosé. Mais, madame, ce n'est pas le moment de se calmer. Et pourtant, vous vous prétendez chevalier défendant le duché d'Ougouche et le temple de Tenion? Le baron Munot est parfaitement en paix. Cela ne peut que signifier que la tentative de résurrection a déjà été déjouée, n'est-ce pas? Après que mademoiselle Sarah les eut réprimandés d'une voix digne, elle se tourna vers le baron Munot pour obtenir confirmation. Oui, en effet, le héros masqué a empêché le plan du démon de réussir. Que tentait-il donc? Le chevalier impérial se ressaisit et retourna à son siège, mais le chevalier du temple semblait sceptique et pressait les questions. Le démon opprimait les habitants de la baronnie et rassemblait leurs sentiments négatifs dans un réceptacle maudit appelé Jarre du Chaos. Le héros a détruit le réceptacle en même temps que le démon. Un Jarre du Chaos, hein? Je vois, il a donc été détruit. Le chevalier du temple poussa un soupir de soulagement. Pour moi, cela ressemblait davantage aux lamentations déçues du seigneur démon dont j'avais empêché la résurrection. Une fois la discussion au salon terminée, mademoiselle Nina et le beau fonctionnaire se dirigèrent vers le bureau pour s'occuper de tâches administratives. Pendant ce temps, mademoiselle Sarah demanda une visite du château et de la ville.
Les deux chevaliers laissèrent mademoiselle Sarah vaquer à leurs occupations, laissant deux nouveaux chevaliers du temple la protéger à leur place. Ce couple, un homme et une femme, n'était que de niveau 13. L'homme s'appelait Is, et la femme Ina. Comme nous n'allions pas passer beaucoup de temps ensemble, je décidai de me souvenir d'eux comme chevalier homme et chevalier dame. Tous deux étaient issus de la petite aristocratie de l'ancienne capitale. Alors, où souhaitez-vous aller? Pourrais-je vous demander de me guider d'abord jusqu'au temple Tenion de Muno City? Après cela, j'aimerais beaucoup visiter l'orphelinat de la ville, si vous êtes d'accord. J'avais bien compris la première requête, mais il était inhabituel pour une jeune femme de la haute aristocratie de vouloir visiter un orphelinat. Contrairement au Japon moderne, les orphelinats du royaume de Shiga étaient loin d'être hygiéniques, en raison de leur faible budget et de leur manque d'hygiène. De plus, il n'y avait pas d'orphelinat à Muno. Mes excuses, je peux certainement vous emmener au temple Tenion, mais je crains qu'il ne soit pas possible de visiter l'orphelinat. Et pourquoi pas, je ne serai ni rebutée ni offensée, quelles que soient les conditions. Non, là n'est pas la question. Voyez-vous, j'ai expliqué à mademoiselle Sarah que l'ancien magistrat, qui était en réalité le démon déguisé, avait fermé l'orphelinat de la ville 2 ans auparavant. Alors les enfants, oups, j'aurais dû lui annoncer la bonne nouvelle en premier. Le visage de mademoiselle Sarah était obscurci par l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, les enfants sont pris en charge au château. Le château n'avait accueilli les enfants que récemment, après l'attaque démoniaque, mais il était probablement inutile d'entrer dans les détails. Les 2000 personnes qui avaient perdu leur maison le long des remparts de la ville lors du remaniement du zonage vivaient dans les baraquements de fortune du château, mais elles avaient récemment été transférées dans les logements temporaires récemment construits. Seuls les enfants et les personnes âgées restaient dans les baraquements. Ceux qui étaient logés provisoirement avaient été embauchés pour créer des champs de gabour afin de lutter contre la famine sur les terres désormais consacrées à l'agriculture. Si possible, j'aurais aimé suggérer une culture plus savoureuse, mais la différence de productivité entre les gabots et les autres cultures était tout simplement trop importante pour justifier une telle décision tant que la situation alimentaire générale ne s'était pas améliorée. Oh, château? C'est exact. Je peux vous montrer, si vous le souhaitez. Ou préférez-vous commencer par le temple de Tenion, comme prévu initialement? Non, je vais d'abord leur rendre visite. Veuillez me montrer le chemin. Mademoiselle Sarah répondit avec une chaleur remarquable. Je m'attendais à ce qu'elle soit fatiguée par un si long voyage, mais elle semblait pleine d'énergie, voire impatiente. On aurait dit qu'on lui avait dit qu'il ne lui restait plus que peu de temps à vivre et qu'elle voulait absolument ne pas perdre une seule minute. Ce n'était pas assez loin pour une calèche, et nous marchâmes vers l'endroit où logeaient les enfants, tout en discutant. En franchissant le mur intérieur pour rejoindre les abords de la caserne, nous entendîmes des voix de soldats gronder et une musique entraînante dans l'air. Oh, quel son inhabituel! C'est assurément une mélodie joyeuse, même si je ne peux pas dire que je l'ai déjà entendue. Mademoiselle Sarah inclina la tête avec curiosité et grâce, et Ginaï acquiesça. En écoutant la musique et en la suivant jusqu'à sa source, nous trouvâmes bientôt le petit maestro responsable dans un coin du terrain d'entraînement. Satou, Mia l'elfe nous regarda depuis son luth. Son nom complet était Missanaria Bolenan. Bien qu'elle eût plus de 130 ans, elle était encore une enfant en âge elfique et avait l'apparence d'une élève de primaire. Ses oreilles légèrement pointues, caractéristiques de sa race, perçaient à travers l'ombre de ses couettes turquoise claires. Elle devait avoir un peu froid, car elle portait un cardigan jaune pâle par-dessus sa robe bleu pervenche. Une elfe? Que fait Cyril Toa la chanteuse ici? Non, si c'était elle, elle ne bougerait qu'une main. Du calme, je vous prie, tous les deux. Je n'entends pas sa chanson. Miss Sarah gronda les deux chevaliers murmurant. Dans la vieille capitale, vivait une elfe nommée Cyril Toa la chanteuse, qui nous semblait manchot. Salut, Mia. MRRR? Mia répondit à mon salut d'un bref hochement de tête, puis jeta un regard désagréable à Miss Sarah derrière moi. Elle devait être de mauvaise humeur. Enchantée, je suis Sarah du temple de Tenion. Mia. Mia répondit à peine au salut poli de Miss Sarah et se contenta de prononcer son nom, sans interrompre sa lecture. C'est une chanson traditionnelle du village de Bolenan? Wagner. Mia secoua la tête à la question de mademoiselle Sarah et répondit d'un mot. La chanson que Mia jouait sur son luth était « La chevauchée des Valkyries » de Wagner. Après que je lui ai fait écouter ma sonnerie, elle l'avait copiée à l'oreille. L'instrumentation était différente, bien sûr, mais Mia avait composé son propre arrangement. Vous divertissez les soldats pendant leur entraînement? Sur demande. Mia regarda Sir Zotol, un chevalier chargé de réorganiser les forces armées de la baronnie. Il semblait arbitrer les combats des soldats et ne nous avait pas remarqués. Au suivant, Mademoiselle Nana et Mademoiselle Karina contre Mademoiselle Lisa, cria-t-il, et 3 filles apparurent parmi les soldats. La première à entrer sur le terrain fut Lisa, de la tribu des écailles oranges, secouant ses longs cheveux écarlates.
Elle aurait ressemblé à une humaine ordinaire sans sa queue de lézard et ses écailles oranges sur les bras et le cou. Au niveau 14, elle était la plus haute de mes compagnes. L'armure noire qu'elle portait avait été fabriquée à la main par votre serviteur. Elle était faite de cuir d'hydre et de fruits de carapace de fer, avec une défense supérieure à celle de l'acier. Elle était à peine plus lourde qu'une armure de cuir normale, ce qui ne ralentirait pas son agilité. J'étais très fier de mon travail. Le seul problème était que la couleur noire du cuir d'hydre et des carapaces de fer rendait celle qui la portait très intimidante. Tiens, regarde la lance de cette demi-humaine. Une arme faite de morceaux de monstres. C'est rare. Elle doit être une ancienne exploratrice de labyrinthe ou chasseuse de monstres. Les chevaliers du temple murmurèrent entre eux en observant la lance de Lisa. J'avais déjà entendu parler des explorateurs de labyrinthe, mais « chasseurs de monstres » me semblait aussi un titre intéressant. Il faudrait qu'il m'en parle au dîner ou quelque part. Maître, Nana arriva sur le terrain après Lisa, puis nous remarqua et m'appela d'un grand signe de la main. Le mouvement exagéré fit trembler ses cheveux blonds ainsi que sa poitrine généreuse. Nana portait la même armure que Lisa. Contrairement à la svelte Lisa, Nana avait une poitrine plutôt imposante, aussi la confection de son plastron avec les carapaces de fer prit-elle du temps. Lisa, maître nous observe de là-bas, au rapport. En entendant cela, Lisa nous regarda avec dignité et s'inclina dans notre direction. Nana ressemblait à une jeune fille ordinaire, du lycée, mais c'était en réalité un homoncule créé artificiellement moins d'1 an auparavant. Sans surprise, son visage était généralement masqué et elle parlait d'une voix étrangement guindée. Heureusement, elle portait un objet caché appelé amulette d'humanité, évitant ainsi que sa véritable nature ne soit découverte, même si quelqu'un l'analysait. Notre écuyère depuis notre arrivée à la baronnie Munno, elle avait atteint le niveau 10. La dernière prétendante sur le ring était Karina, la deuxième fille du baron Munno. Elle fit une entrée remarquée, sautant par-dessus les soldats et effectuant des sauts périlleux dans les airs. Si elle pouvait réaliser des mouvements aussi surhumains, c'était grâce à son objet intelligent, un collier appelé Raka qui lui conférait le renforcement corporel. Ses boucles blondes tombaient parfaitement lorsqu'elle s'aligna à côté de Nana. Mademoiselle Karina n'était que niveau 8, mais c'était une nette amélioration. Depuis qu'on l'avait trouvée effondrée dans la forêt. Waouh! Oh, grandit! Le sifflement d'admiration de Guy Knight rencontra un grognement de ressentiment de Lady Knight. La réaction était probablement due à la poitrine incroyablement généreuse de Miss Karina. Même les bonnets de Nana semblaient petits en comparaison. Commencez. Au signal de Sir Zotol, Lisa prépara sa lance et chargea Nana, dont le bouclier était déjà levé. Mais avant que les armes ne se rencontrent, un bouclier magique transparent leur barra le passage. Donc cette fille au bouclier utilise la magie pratique? Si elle n'est pas équipée d'un bâton, elle doit avoir un anneau ou quelque chose comme catalyseur. Guy Knight évalua Nana. Désolé, mais Nana n'utilise pas réellement la magie pratique, c'est une capacité spéciale que les homoncules ont appelée fondation. Contrairement à la magie pratique, elle ne nécessitait pas d'incantation pour être lancée, mais l'inconvénient était qu'elle ne pouvait utiliser que des techniques prédéfinies. Installer de nouveaux sorts nécessitait une installation spéciale. De plus, une rune magique apparaissait sur son front lorsqu'elle l'utilisait, attirant ainsi l'attention si elle ne portait pas de casque. Cette fille aux cheveux bouclés. Était-ce une lumière bleue? Porte-t-elle une sorte d'armure sacrée? S'exclamèrent les chevaliers, surpris, en regardant mademoiselle Karina, cachée derrière Nana. Madame Karina. Oui, monsieur Raka. Poussée par la voix grave et masculine de son collier, mademoiselle Karina surgit de derrière Nana pour attaquer Lisa par surprise. La lumière bleue du cœur de Raka laissa une faible image rémanente, rendant ses mouvements plus clairs. Si vite, comment peut-elle faire ça? Pour intercepter l'attaque surprise d'une rapidité surhumaine de mademoiselle Karina, Lisa brandit sa lance d'une main et la repoussa. Puis Nana décocha une flèche magique. Tiens, je lui avais dit de ne pas utiliser de magie d'attaque lors d'un match d'entraînement. Je vais devoir gronder Nana plus tard. Waouh, ça a dû être un champ rapide. Impossible, comment va-t-elle esquiver? Lisa évita la flèche magique en se laissant tomber au sol. Sa position compromise, Nana se précipita pour frapper avec son grand bouclier. Mais le bouclier était un peu trop haut. De plus, dans un bruit sourd, le bouclier envoya quelqu'un rouler à travers le terrain d'entraînement. Oh là là, des tirs amis. Miss Karina s'était jetée dans la mêlée sans réfléchir, et le bouclier de Nana la frappa à la place. Les boucliers blancs écailleux de Raka étincelaient autour d'elle, atteignant l'impact. Elle va bien? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Tu vois, elle est déjà debout. Je souris à Miss Sarah pour apaiser son inquiétude. La puissance de défense de Raka était assez élevée, donc même une attaque d'un démon inférieur de niveau 20 ne laisserait pas une égratignure sur son équipement. Jusqu'à présent, j'étais la seule personne à avoir réussi à percer la défense de Raka. Le combat à 3 continua en faveur de Lisa.
Ce n'était pas dû à la différence de niveau, mais à une mauvaise communication entre Nana et Mademoiselle Karina. Entre les techniques de fondation de Nana et l'augmentation de force de Mademoiselle Karina grâce à Raka, la différence de niveau aurait été une piètre excuse. Finalement, Nana fut jugée inapte au combat, et ce fut un affrontement entre Lisa et Mademoiselle Karina. La lance magique de Lisa traça une traînée rouge dans l'air tandis qu'elle fonçait sur Karina de toutes ses forces. Lame magique. Non, elle est incomplète. Les paroles des chevaliers attirèrent mon attention, alors je me tournai vers eux avec curiosité. Incomplète, vous dites? Oui, cette fille ne maîtrise pas encore la lame magique. Environ 6 mois avant qu'un de mes supérieurs n'apprenne la lame magique, son arme laissait des traces magiques comme celle-là pendant qu'elle combattait. Je vois, c'est bon à savoir. Lisa n'avait probablement pas assez de points de compétence pour acquérir la compétence lame ensorcelée. Une fois la prochaine étape de notre périple entamée, je devrais la confronter à d'autres monstres. Tandis que je réfléchissais à tout cela, le combat du trio prit fin et Sir Zotol commença à passer en revue les points clés du match. Je leur fis un signe de la main et quittai la zone, reprenant la visite de Mademoiselle Sarah. Alors, cette jeune femme aux boucles était la fille du baron Munno? C'est exact. Elle était même en première ligne pour défendre Munno City il y a quelques jours. Lorsque j'annonçai l'identité de Mademoiselle Karina au chevalier du temple et à Mademoiselle Sarah, cette dernière fut particulièrement choquée. Maîtresse, on dirait votre sœur aînée, Dame Lingrande. Veuillez ne pas m'appeler maîtresse. Vous avez raison, cependant. Ma sœur, bien que fille d'un duc, a toujours aimé s'entraîner au combat. Et de la magie aussi. Elle a ressuscité la magie perdue de 2 lignées familiales à l'Académie royale, a vaincu un maître d'étage dans le labyrinthe de Célivra, et un héros lui a même personnellement demandé de devenir servante. Les yeux de Dame Chevalier pétillaient tandis qu'elle s'extasiait sur les exploits de la sœur de Mademoiselle Sarah. Si ces histoires étaient vraies, alors cette Dame Lingrande devait être une personne exceptionnellement talentueuse. Mademoiselle Sarah semblait pourtant avoir des réserves à l'égard de sa sœur, car elle ne répondit pas à ses compliments. En y regardant de plus près, j'ai même constaté que ses mains étaient si serrées que ses doigts blanchissaient. Elle semblait réprimer de puissantes émotions. Peut-être une source de passion se cachait-elle sous ce calme perpétuel. Alors que je m'interrogeais sur son conflit intérieur, une voix excitée retentit du 2e étage de la caserne, devant nous. Ah, c'est le maître, monsieur. La queue ballottée d'avant en arrière, Pochi, aux oreilles de chien, se pencha par la fenêtre et fit un signe de la main. Elle était chargée du nettoyage de la caserne avec les enfants sous la garde du château, elle portait donc des vêtements amples et confortables, une chemise blanche et un short jaune. Le ruban noué sous son col était une touche charmante. Les servantes avaient gentiment coupé ses cheveux châtains en un carré net, et elle était maintenant plus adorable que jamais. C'est vrai, Tama, avec ses oreilles et sa queue de félin, apparut avec empressement derrière Pochi. Ses cheveux d'un blanc immaculé étaient courts et soyeux, comme d'habitude. Malgré son allure sportive, Tama avait un penchant pour les vêtements mignons et féminins et portait une jupe-culotte rose. Son hôte était le même chemisier blanc que celui de Pochi. Son chemisier avait un ruban similaire, mais celui-ci était bordé de dentelle. Des gens aux oreilles d'animaux? J'entendis une exclamation de surprise de la part de Mademoiselle Sarah. J'imagine que les gens aux oreilles de chat et aux oreilles de chien sont rares, même dans le duché d'Ugouche. Tama et Pochi disparurent par la fenêtre et sortirent rapidement de la caserne en trombe. Elle semblait porter quelque chose dans les bras. Vous avez fini de ranger? Ah on explorait le grenier ensemble, monsieur. Elles étaient toutes les deux gonflées de fierté et attendaient des compliments. Bravo, leur dis-je en leur caressant la tête. Elles grimaçaient toutes les deux et ricanèrent. Au fait, qu'est-ce que vous portez? En réponse, elles me tendirent leurs objets. Prie, regardez ça, maître. À côté de moi, Miss Sarah ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil. Waouh! Elle poussa un petit cri mignon et me serra le bras droit contre sa poitrine. Comme je le pensais, elle faisait probablement un bonnet, c'est peut-être même un bonnet des visiblement, les rats morts dans les mains des filles l'avaient effrayée. Comment osez-vous exposer Lady Sarah à de telles choses? Dame Chevalier poussa un cri de colère derrière moi, et je l'entendis commencer à dégainer son épée. Un instant, s'il vous plaît. Je me retournai pour protéger les enfants, tendant ma main libre pour l'arrêter. Coïncidence totale si je faillis serrer Miss Sarah dans mes bras, toujours accrochée à mon bras. Peut-être était-ce un don divin du dieu débauché. Espèce d'insolent, éloigne-toi de Dame Sarah. La Dame Chevalier, indignée, me lança son épée à la tête. Son intention semblait être de me frapper du plat du corps, mais un coup d'acier à cette vitesse serait probablement une blessure grave pour la plupart des gens. Je me baissai juste à temps pour éviter l'épée. Oh là là, je jure sur ma vie que je n'avais pas prévu de m'écraser la tête contre la poitrine de Mademoiselle Sarah en tombant. Chassant le bonheur momentané qui m'envahissait,
Je m'écartai rapidement de mademoiselle Sarah et m'excusai sincèrement. Je suis terriblement désolée, dame Sarah. Elle ne vous inquiétez pas. Je sais que ce n'était pas intentionnel. Mademoiselle Sarah me pardonna, avec seulement une légère rougeur de gêne aux joues, mais ses assistantes ne semblèrent pas aussi généreuses. Tiens-toi derrière moi, dame Sarah. La dame chevalier s'avança devant Sarah, pointant son épée sur moi. Veuillez ranger l'épée, Ina. Mais, Ina, posez-la. Très bien. Après l'insistance de Miss Sarah et de Guy Knight, Lady Knight remit l'épée dans son fourreau à contre-cœur. Maître, Tama et moi avons-nous fait quelque chose de mal, monsieur? Eh bien, certaines personnes n'aiment pas les rats, alors mieux vaut ne pas les montrer aux autres sans prévenir, d'accord? Expliquai-je doucement aux enfants aux yeux larmoyants. Je comprends, monsieur. Je suis désolée de vous avoir fait peur, madame. Nous sommes désolés. Les filles s'inclinèrent avec regret, et Miss Sarah accepta leurs excuses avec un sourire bienveillant. À l'entrée de la caserne, les enfants qui avaient fait le ménage avec Pochi et Tama jetaient un coup d'œil dans notre direction. Quelle surprise, mais tout va bien maintenant. Miss Sarah les remarqua et les appela doucement. Un par un, les enfants s'approchèrent de nous. Monsieur le vicomte, on a tout nettoyé. C'est propre et net maintenant. On a travaillé dur. L'un après l'autre, les enfants d'âge scolaire se sont joints à la foule autour de moi. Bravo à tous, leur ai-je dit. J'ai fouillé dans ma poche et étendu à chacun une pâtisserie en récompense de leur dur labeur. Nous avons accompagné les enfants vers la caserne où ils vivaient et qu'ils venaient de nettoyer. C'était là que logeraient les soldats du duché d'Ugosh. C'est sympa de vivre ici? Oui, on y prend le petit déjeuner et le dîner tous les jours. Il y a même de la viande séchée de temps en temps. Les plus grands ont répondu avec enthousiasme à la question de mademoiselle Sarah. J'aurais aimé leur donner une meilleure nourriture, mais j'ai gardé mon élan pour ne pas trop les surestimer une fois que nous aurions quitté la baronnie de Munot. Oui, je sais, je leur ai juste donné des friandises pour avoir fini leur travail, mais soyez indulgents. En approchant de la caserne des enfants, des odeurs de poissons vapeur et d'herbes fraîches flottaient dans l'air. Ça sent bon? Ça sent le sasakama, monsieur. Et qu'est-ce que c'est, le sasakama? Incapable de suivre, mademoiselle Sarah me demanda de l'aider. C'est du poisson finement coupé en dés, cuit à la vapeur avec des herbes et grillé en forme de petites planches. Contrairement aux poissons que nous avions mangés en amont, nos prises dans la rivière en face de Munot étaient plutôt sales, alors nous les avons cuites à la vapeur avec des herbes avant de leur donner une forme ovale et de les cuire. Leur seule similitude avec le plat japonais Sasa Kamaboko était sa forme ovale, mais Arisa avait mentionné le nom. Il est resté, d'où le nom Sasakama. Avec la création du Sasakama, nous voulions améliorer la cuisine de Munot tout en créant une nouvelle spécialité locale. Tandis que j'expliquais tout cela à mademoiselle Sarah, nous sommes arrivés à côté de la caserne où un groupe de jeunes femmes préparait le plat mentionné plus haut. Au centre du groupe se trouvait une jeune fille en tenue de femme de chambre qui donnait des leçons aux autres. Maître, l'appel joyeux venait de Lulu, avec ses cheveux noirs, ses yeux sombres et ses traits japonais. Si elles étaient, disons, 3, je serais prête à parier que sa beauté simple pourrait conquérir un château, voire le système solaire tout entier. Elle s'approcha de moi en trottinant, la jupe indigo de sa tenue de servante flottant au vent. J'avais conçu ce prototype avec Arisa pour qu'il ressemble à quelque chose qu'on verrait à Akihabara. Elle souriait si largement que si elle avait eu une queue comme celle de Pochi, j'étais sûre qu'elle s'agiterait. Ouah, elle est laide. Arrête, c'est inconvenant pour un chevalier du temple de se moquer de l'apparence de quelqu'un. Oui, mais, derrière moi, les chevaliers du temple murmuraient à propos de Lulu tandis qu'elle se précipitait vers nous. J'avais appris que les canons de beauté du royaume de Shiga étaient très différents de ceux du Japon. À leurs yeux, l'incroyable beauté de Lulu était répugnante. C'était vraiment terrible que personne d'autre n'apprécie son physique. S'il avait parlé assez fort pour que Lulu entende, j'aurais exigé des excuses. Maître, nous avons terminé un plat d'essai à la bardane et aux carottes. Puis-je vous demander de le goûter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Lulu, voici dame Sarah du temple Teunion. Enchantée, déconcertée, Lulu s'inclina précipitamment devant mademoiselle Sarah. Les voir ensemble était une combinaison divine de beauté occidentale et orientale. Si elle formait un duo d'idoles, je jure qu'elle pourrait conquérir le monde. Taast, Pochi serait prétentieux de ne pas y goûter, monsieur. Tu veux dire, négligent, Pochi. Tama et Pochi saisirent les mains de Lulu et la tirèrent vers l'endroit où le sasakama cuisait. Je fis signe à mademoiselle Sarah et suivis les autres femmes. Monsieur le chevalier, alors que nous approchions, l'une des cuisinières du sasakama vint à notre rencontre. Comment ça va? Grâce à vous, monsieur, tout le monde est en bonne santé, sans âme qui souffre de la faim ou du froid. Cette personne était l'ancienne directrice de l'orphelinat, une vieille femme aux manières étonnamment bonnes pour quelqu'un des quartiers les plus pauvres. Comment puis-je vous être utile aujourd'hui? Quelque peu perplexe, l'ancienne directrice regarda mademoiselle Sarah et les chevaliers du temple derrière moi.
Pas d'inquiétude, ces gentilles personnes sont venues du temple Tenion pour nous rendre visite. Je donnai une explication simple, puis laissai mademoiselle Sarah s'occuper du reste. Une visite de sympathie, n'est-ce pas? Nous vous sommes très reconnaissants de votre présence. S'il vous plaît, inutile d'être aussi formel. Je suis simplement venu dans l'espoir de soigner ceux qui pourraient être malades ou blessés. Puis-je vous demander de me faire visiter les lieux? Mademoiselle Sarah sourit chaleureusement à l'ancien directeur. Eh bien, voyez-vous, hésitant, l'ancien directeur se tourna vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Sarah nous observa d'un air dubitatif. Voyez-vous, il n'y a ni malade ni blessé ici. Et pourquoi pas? Ont-ils été mis en quarantaine ailleurs? Malentendant, Sarah se rapprocha de l'ancien directeur, l'air grave. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que Sir Pendragon a. Il a quoi? L'intensité de Sarah submergeait visiblement le directeur. Il a utilisé des potions magiques pour tous les guérir. Mademoiselle Mia a aussi utilisé la magie pour les guérir. Un groupe d'enfants cachés dans mon ombre intervint à la place de l'ancien directeur. Des potions magiques? Il a distribué un truc aussi cher? S'exclamèrent les deux chevaliers du temple derrière moi. C'est vrai, en effet. Des blessés mortels aux personnes immobilisées par des fractures, des dizaines de personnes ont été guéries grâce au généreux don de potions du chevalier héréditaire Pendragon. À entendre l'ancien directeur, j'avais l'air d'un vrai saint. Je voulais les guérir, bien sûr, mais je voulais aussi tester l'efficacité de mes différentes concoctions magiques. Le traitement de ces maladies diverses variait selon les symptômes, les informations que j'avais glanées étaient donc prometteuses pour l'avenir. J'ai notamment découvert que presque toutes les maladies vénériennes, qui étaient pourtant assez courantes, pouvaient être guéries, tant qu'elles n'étaient pas à un stade avancé. En plus, ils forment même des apprentis pour que nous puissions être autonomes à l'avenir. Mon Dieu, c'est merveilleux. Les regards admiratifs de l'ancien directeur et de mademoiselle Sarah me mirent un peu mal à l'aise. Je n'avais pas vraiment anticipé si loin. Je voulais juste de l'aide pour préparer des potions spéciales. Heureusement, une voix forte, résonnant contre les murs de la caserne, me tira de cette situation délicate. Voilà, maître. Arisa fonça vers moi, ses cheveux lilas lâchés et en bataille. Elle portait une robe rose et un cardigan bordeaux, et tenait un objet blanc dans ses mains. L'étincelle dans ses yeux violets était encore plus vive que d'habitude. Des cheveux violets? J'espère qu'elle ne nous jettera pas de malédiction. Les chevaliers du temple murmurèrent de nouveau derrière moi en la voyant. Alors qu'Arisa portait habituellement une perruque blonde en voyage, elle pouvait se promener avec sa couleur naturelle au château de Munau, où moins de gens avaient de tels préjugés. Vous ne devez pas mépriser les autres par superstition, réprimanda Sarah à nouveau les chevaliers. Regardez, ce sont des onigiri. Tiens, je t'en donne un, maître. Arisa me tendit joyeusement une boule de riz blanc. Où as-tu trouvé du riz blanc? Je haussai les sourcils en acceptant la nourriture. Dans les provisions de l'armée du duc. Alors, j'ai demandé à la chef cuisinière, mademoiselle Gert, d'en préparer, et je suis partie te chercher pour que tu en manges un. Arisa haletait, le visage rouge d'excitation. Elle avait dû courir depuis le château jusqu'ici, malgré son incapacité à faire de l'exercice. J'étais surprise qu'elle puisse me retrouver ainsi. Merci, Arisa. On dit que le bonheur est fait pour être partagé. Mes remerciements firent naître un sourire satisfait sur le visage d'Arisa, et sans plus attendre, elle mordit dans l'autre boule de riz qu'elle tenait dans sa main. Miam, Pochi en veut aussi, monsieur. Tama et Pochi regardèrent Arisa d'un air pitoyable. Désolé, je n'en ai apporté que 2. Il y en a d'autres dans la cuisine, alors on ira les chercher plus tard, d'accord? Oui, monsieur. Tout en écoutant l'échange du trio, je glissai discrètement la boule de riz dans ma manche flottante et la déposai dans le garde-manger. J'étais impatient de manger des onigiri pour la première fois depuis si longtemps, mais pas au point de m'en oublier et de grignoter au beau milieu de la visite de mademoiselle Sarah. Pourtant, je n'étais pas du genre à le dire à Arisa et à lui gâcher la fête. Je n'aurai pas le temps ce soir, mais peut-être que le lendemain matin, je pourrais préparer un plat japonais pour accompagner le riz et le lui offrir. Après cela, nous avons visité le temple Tenion en ville, puis avons fait le tour des champs de Gabo en cours de construction dans les quartiers pauvres et des chantiers de construction. Ce soir-là, le dîner fut servi dans la salle à manger des nobles du château de Munau. Les participants de la baronnie de Munau étaient le baron, ses filles, dame Soluna et dame Karina, la magistrate Nina et moi-même, soit 5. Les participants du duché d'Ougouche étaient mademoiselle Sarah, une prêtre, le beau fonctionnaire et 8 chevaliers du temple, 11 au total. J'étais assis au fond du côté de la baronnie de Munau, à côté de mademoiselle Karina. Comme il y avait plus de monde du duché d'Ougouche que de place d'un côté, les jeunes chevaliers du temple étaient assis près de moi. Alors, trinquons à la paix et à la prospérité du duché d'Ougouche et du temple de Tenion. Le baron Munau leva son verre, et un festin rare pour la baronnie commença. Dans le royaume de Shiga, ce repas se présentait généralement sous forme de plats présentés un par un, comme dans les dîners français.
La différence, cependant, était que l'ordre traditionnel des plats du royaume de Shiga était soupe, entrée, salade, fruits de mer, pain, viande et dessert. J'avais aidé aux recettes et à la préparation, mais j'avais laissé le reste aux mains expertes de Gert et de ses chefs. Ils nous avaient sans aucun doute préparé un festin exquis. D'abord, de profonds bols de soupe arrivèrent devant chaque convive. Et, c'est moi, ou la soupe salée pour un souper seigneurial et plus tôt. Silence, Ina, c'est inévitable dans une baronnie en période de disette. Je suppose, et je sens une bonne odeur là-bas, alors je suis sûre que les plats suivants seront plus impressionnants. Oui Finn, capta Lady Knight qui chuchotait à Guy Knight à côté de moi. À contre-cœur, ils plongèrent leurs cuillères dans le bouillon transparent. Au moment où ils les portèrent à leur bouche, ils se figèrent complètement. Délicieux. Qu'est-ce que c'est? Ne me parlez pas. Laissez-moi savourer ma soupe. Contrastant avec le cri de surprise de Lady Knight, Guy Knight gardait une expression stoïque en portant respectueusement la cuillerée suivante à sa bouche. Des réactions similaires se produisirent ailleurs. Les servantes dissimulaient leur sourire aux commentaires des convives, et je leur adressais discrètement un signe d'approbation. Je n'ai jamais goûté une soupe pareille. Comment s'appelle ce plat, je vous prie de me le dire? Allez-y, dites-le lui, sœur Pendragon. Surprise, mademoiselle Sarah posa une question que mademoiselle Nina détourna vers moi. C'est une soupe consommée. Elle peut paraître simple, mais c'est en réalité un remarquable mélange de saveurs provenant de différents ingrédients. Ma réponse sonnait comme une réplique d'un critique gastronomique. Le chef Gert du château de Munau m'avait aidé à reproduire cette soupe d'après mes vagues souvenirs. Elle devait être plutôt ambrée, mais elle était claire. J'ai dû rater une étape. Peut-être parce que nous avons utilisé la magie de Mia pour réduire le temps de cuisson, ou peut-être que je n'aurais pas dû utiliser la transmutation pour extraire les saveurs. Mais cela n'a posé aucun problème, si ce n'est de la déguiser en soupe salée, alors je ne me souciais pas trop de l'apparence. Et, tu crois qu'on peut en reprendre? Je suis sûre que oui, mais quant à savoir si on devrait. J'ai entendu les jeunes chevaliers parler de nouveau. Dame Chevalier semblait particulièrement apprécier la soupe, car elle a interpellé une serveuse debout contre le mur et en a demandé une autre portion. D'après ce que j'ai pu constater, cela a encouragé les autres convives. Plusieurs personnes en ont redemandé, et cela a continué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soupe. Viennent ensuite les hors-d'œuvre composés de sasakama et de fromage, accompagnés de pommes de terre frites et de chips. La texture unique des chips a été très appréciée. L'association sasakama et fromage a particulièrement plu aux amateurs de bière. Après l'entrée, la salade était composée de fines tranches de céleri décoratives sur des légumes verts feuillus, avec des lamelles de radis décon disposées en plumes. J'ai entendu quelqu'un demander à une serveuse quelles étaient les sauces qui accompagnaient la salade. Nous avons eu de la mayonnaise et de la sauce tartare, très populaire au château de Munau, ainsi qu'une sauce à l'orange aigre douce, couramment utilisée dans le royaume de Shiga. Les adultes les plus réservés ont choisi la sauce à l'orange, mais la plupart des clients ont demandé aux serveurs d'en verser un peu de chaque variété sur leur salade. Cette sauce blanche est excellente. Je n'ai jamais trouvé de légumes aussi savoureux. C'est quoi ce légume, au fait? Le blanc transparent. Je n'ai jamais goûté une texture pareille. Il a un petit goût qui se marie bien avec la sauce blanche. Les chevaliers continuèrent de discuter tout en mangeant la salade. Du radis, vous dites? S'exclama Sir Keon, un chevalier du temple, après un bref échange avec une servante. Quand j'avais suggéré la salade de décon, le chef Gert m'avait prévenu que certains habitants de l'ancienne capitale méprisaient les radis. C'était du décon, mais j'en ai mangé tout entier. La rumeur selon laquelle manger des radis invoque les orques n'est qu'une superstition, vous savez. Mais, du décon, quand même. Enfin, je n'en avais jamais mangé, mais c'était délicieux. Tu n'as pas aimé, Ina? Bon, c'était bon, mais, à en juger par la conversation des chevaliers, les superstitieux détestaient le décon. Personne ne s'en plaignit, mais la réaction fut plus forte que prévu. Il valait donc peut-être mieux laisser les radis de côté pour les futurs convives de la vieille capitale. Nous n'avions pas pêché de très bons poissons cette fois-ci, alors nous avons préféré préparer des tempura pour la portion de fruits de mer. Les crevettes étaient au cœur de ce plat, accompagnées de 3 sortes de tempura de légumes. Une sauce tempura classique accompagnait le tout. Le sel est une excellente garniture, mais cette fois, je voulais essayer une variété particulière. C'est quoi, ce truc jaune et grumeleux? Je ne sais pas, mais je parie que c'est délicieux. De toute évidence, nous avions gagné la confiance des chevaliers. J'étais un peu fière. J'observais la réaction des autres convives en portant un morceau de crevette à ma bouche. Pour ma première bouchée, j'ai utilisé la sauce tempura avec parcimonie. La douceur, associée à l'enrobage croustillant, me chatouillait la langue. Mes dents s'y accrochaient et atteignaient le corps légèrement moelleux de la crevette, une sensation alléchante. Je mordis dans la crevette et commençai à la mastiquer.
Les différentes textures se mélangeaient en bouche, la sauce s'ajoutant aux saveurs qui se fondaient sur ma langue. Un pur bonheur. J'ai généreusement arrosé le deuxième morceau de sauce tempura, savourant l'enrobage épais. Certains auraient pu désapprouver, mais pour moi, cette saveur profonde et épaisse était l'un des véritables charmes de la tempura. J'étais soulagé que la tempura, préparée avec l'équivalent local des feuilles de steak, ait été bien accueillie. Au fond de moi, j'avais peur que quelqu'un soit furieux que nous osions lui faire manger une telle chose. Ensuite, le plat principal, des escalopes de poisson à poils longs frites. Des vaches. Au lieu de grosses tranches de viande, c'étaient de petites bouchées que nous avions assaisonnées de différentes manières. Il y avait 3 morceaux normaux, l'un enrobé de poudre de piment rouge et l'autre frit au fromage. J'avais pris soin de colorer chaque panure pour que les invités puissent les distinguer. Une épaisse sauce tonkatsu les accompagnait. Un condiment exquis que nous venions tout juste de perfectionner. Ils sont croustillants et délicieux. MMF, épicé. Épicé, ce rougeâtre, tu veux dire? C'est épicé, mais c'est bon. Et le fromage sort du jaune. Quelle surprise. Allez, ne me gâchez pas le plaisir. Je pourrais devenir accro à ce mélange de croquant et de fromage épais. Si l'on en jugeait par l'échange des chevaliers, ils savouraient pleinement leur repas. Je pensais que 2 fritures d'affilée seraient trop copieuses, mais comme mademoiselle Gert et les autres chefs me l'avaient assuré, c'était parfait. Malheureusement pour eux, il n'y avait plus de seconde chance pour les fritures. Le bœuf de vache à poils longs était plutôt saignant. Oh là là, alors, le dernier plat, ce sont des crêpes? Oh là là, on dirait que c'est la mode dans la capitale royale. Mademoiselle Sarah ne put retenir une petite exclamation de joie en voyant les crêpes décorées de crème fraîche. Le beau fonctionnaire à côté d'elle semblait ravi lui aussi. C'est la même chose blanche que tout à l'heure? Je ne sais pas si cette sauce irait bien avec des crêpes. Enfin, je n'ai jamais mangé de crêpes, et vous? Même les nobles de la classe inférieure n'en mangent pas, alors? Peut-être que les œufs sont chers, ou quelque chose comme ça. Délicieux, c'est incroyablement bon, sans blague, c'est encore meilleur que ceux que j'ai mangés dans la capitale royale. Et regardez, il y a 2 gâteaux, avec des tranches de fruits au milieu. Je me demande comment ils font pour le blanc dessus. J'aimerais tellement pouvoir en rapporter. C'est tellement sucré et délicieux. Je parie qu'ils pourraient faire des desserts vraiment incroyables s'ils collaboraient avec les célèbres confiseurs de Gourourian City. Heureusement, le dernier plat a également fait un tabac. J'aimerais bien goûter le dessert dont Guinaï t'a parlé. J'ai ajouté « manger des gâteaux à Gourourian City » à mon planning pour le duché. Le dîner s'est donc terminé par des soupirs de satisfaction et d'innombrables compliments de la part des invités. Après cela, à l'invitation du baron Munot, la plupart des hommes se rendirent au salon pour boire un verre, tandis que les femmes allèrent prendre le thé avec sa fille aînée, Soluna. Au bout d'1 heure environ, la réunion devint quelque peu animée. Sœur Pendragon, vous devriez venir servir la famille Lloyd. Je vous demande pardon, Seigneur Ipaza. Je n'irai pas débaucher le 3e noble de la baronnie Munot à votre place, à moins que vous ne vouliez savoir pourquoi on m'appelle Nina au sang de fer. On me surnommait le 3e noble, car il n'y avait que 3 personnes sur tout le territoire portant un titre de noblesse. C'était la 4e fois que le gourmand seigneur Ipaza tentait de me recruter comme vassal et la 3e fois que mademoiselle Nina intervenait. Alors que je souriais d'un air neutre à leur conversation, je sentis une traction sur mon épaule depuis le siège derrière moi. Écoutez-vous, sœur Pendragon? Oui, bien sûr. La plupart des gens passent leur vie entière sans rencontrer de démons, vous savez. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous avez eu la chance d'en combattre un. Vous comprenez? Vous appelez ça chanceux. J'aimerais tant vous donner le reste de ma chance, alors. Je n'ai pas vraiment dit ça, bien sûr. Nous, les Japonais, sommes particulièrement doués pour ce genre de choses, si je puis me permettre. Oui, vous avez tout à fait raison. Non, je ne pense pas. Vous avez trop bu, sœur Keon. Par ici, sœur Pendragon. 2 autres chevaliers du temple intervinrent pour me sauver des griffes de sœur Keon, ivre. Un autre jeune chevalier du temple, sœur Intel, me conduisit dans un coin de la pièce, où le beau dignitaire et le baron Munot discutaient avec enthousiasme des héros. Et avez-vous entendu cette théorie? D'après ce même livre, le roi ancestral Yamato a continué à voyager pour l'amélioration du monde même après son abdication, et il a ensuite découvert la corruption dans plusieurs territoires en tant que duc de Mitsukuni. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Oh, vous êtes l'un des plus grands chercheurs de héros, après tout. C'est quand même impressionnant que vous connaissiez une histoire qui ne circule que parmi les roturiers. Vous me flattez beaucoup, vraiment, l'histoire des profondeurs de ces livres est devenue si célèbre que la plupart des gens croient que le roi ancestral Yamato a exorcisé le roi cadavre et le vampire originel avant de tomber au combat contre le roi ogre. C'est vraiment dommage que seuls les roturiers connaissent le récit des voyages qui ont suivi. En effet, les nobles et les chevaliers préfèrent les récits de batailles palpitantes, hélas. J'ignorais dans quelle mesure cela était vrai,
mais il me semblait que le roi ancestral Yamato avait vécu une vie passionnante et dramatique. Tandis qu'il restait silencieux un instant, j'en profitais pour intervenir. Ça vous dérangerait terriblement que j'écoute? Oh, mon Dieu, quel honneur de partager des histoires légendaires avec le héros de Muno. Le beau fonctionnaire était complètement ivre. Sa façon de parler devenait de plus en plus étrange. Attendez, qui appelez-vous un héros? Je suis fier de ma connaissance du roi ancestral Yamato, qui n'a d'égal que sa seigneurie le baron ici présent. S'il vous plaît, posez-moi toutes vos questions. Je n'avais pas vraiment de questions, je voulais juste entendre des histoires passionnantes sur un héros. Mais je ne pouvais me résoudre à dire cela au beau fonctionnaire, qui bombait le torse avec une fierté enfantine, alors j'ai choisi une question au hasard. Quel genre de seigneur démon le roi ancestral Yamato a-t-il combattu? Ah oui, le seigneur sanglier doré. Doré? Était-ce le même que le seigneur doré, ou quoi que ce soit que le démon mineur avait mentionné auparavant? Il parlait aussi de résurrection, alors vu que cet ancien seigneur démon pourrait réapparaître un jour, je devrais probablement l'écouter attentivement. Son corps brillait d'un or tel qu'il repoussait même une épée sacrée, et ses deux sabres tuèrent deux héros. Oui, c'était vraiment un seigneur des seigneurs démons, on disait qu'il était le plus puissant jamais connu. Même le roi ancestral Yamato lui succomba à 2 reprises avant de finalement le vaincre avec l'aide des dragons volants. Visiblement dans son élément, le beau fonctionnaire s'étendit longuement. Je n'étais pas certain de la fiabilité de son témoignage ivre, mais s'il était vrai, cela signifiait qu'il y avait au moins 3 héros. Si ce seigneur démon pouvait repousser même les épées sacrées, était-il pour autant quasiment invincible? Je dois émettre une petite objection à ce point de vue. Le seigneur démon le plus puissant ne serait-il pas le seigneur démon à tête de chien, qui parcourait le monde pour détruire les dieux dans la mythologie antique, ou peut-être le seigneur démon gobelin, qui força Parion à implorer le dieu dragon d'invoquer le premier héros? Je vous accorde que le seigneur démon gobelin était peut-être plus fort, car il coulait même les bateaux légers des elfes et ne pouvait être éliminé, même par les dieux. C'est vrai, cependant, je conteste votre suggestion concernant le seigneur démon à tête de chien, même si les écritures de nombreux temples rapportent que sa force rivalisait avec celle d'un dieu. C'est vrai, je ne nie absolument pas sa puissance. Cependant, ce « tête de chien » n'était pas un seigneur démon, mais un rejeton du dieu démon. D'ailleurs, votre serviteur pense maintenant que cette créature serait plus justement appelée le « dieu maléfique à tête de chien ». Le fonctionnaire s'énerva encore plus, titubant en parlant. Ouais, je n'avais pas vraiment besoin d'informations sur un ennemi démesurément puissant. Et si ça me portait malheur et finissait par les ressusciter les uns après les autres? Je n'ai surtout pas envie de rencontrer ce monsieur tête de chien, d'accord? Changeons de sujet. Existe-t-il des documents sur le niveau du roi ancestral Yamato? Les opinions divergent, mais certains textes, comme les profondeurs de ces livres que j'ai mentionnés plus haut, suggèrent un niveau surhumain de 89. En effet, cependant, les générations successives de héros ont rarement dépassé le niveau 70. Pardon, Baron Muno, le premier héros du royaume de Saga était de niveau 88. Suggérez-vous qu'un roi Shigan ultérieur a falsifié cette information pour le concurrencer? J'imagine que les nations sont aussi compétitives dans les mondes fantastiques. Leur conversation devenait houleuse, alors j'ai saisi la première occasion pour changer de sujet. Pourriez-vous me parler de l'épée sacrée du roi Yamato? Vous parlez de l'épée sacrée Gyalarhorn qu'il a créée? Le roi ancestral a également fabriqué cette épée. Ces légendes commençaient à paraître inventées. Je me suis demandé si cela signifiait que la recette de l'épée sacrée que j'avais trouvée venait également de lui. Ou peut-être parliez-vous de l'épée sacrée céleste offerte au roi par la déesse Parion? La seconde, s'il vous plaît. À vrai dire, il existe plusieurs anecdotes divergentes sur l'invocation du roi ancestral Yamato au royaume de Saga, mais on suppose que l'épée qu'il brandissait à cette époque était soit Durandal, soit Clayum Soleil. L'épée sacrée Durandal était en fait rangée dans ma réserve. Alors, quelle était l'épée que le roi ancestral brandissait contre le seigneur démon? Ce serait Clayum Soleil. Il existe un vers célèbre qui dit ainsi: danse, Clayum Soleil, devient 13 lames tourbillonnant dans les cieux. Après avoir partagé une description absurde de cette épée ridicule, apparemment dotée d'une fonction de guidage, de la capacité de se briser en lames plus petites et d'élasticité, le beau fonctionnaire continua à raconter d'autres anecdotes sur le roi ancestral, et nous nous sommes bien amusés jusqu'à ce qu'il finisse par boire jusqu'à perdre connaissance. Avec toutes ces informations, j'avais l'impression de pouvoir écrire tout un livre sur les aventures de Yamato le héros. 4 jours après la nuit du festin, alors que Mademoiselle Sarah et sa suite partaient, nous décidâmes de quitter également la baronnie de Muno. Mademoiselle Sarah était déjà partie, et notre chariot était le dernier à partir. Nous n'étions pas les seuls à prendre la route avec elle, Mademoiselle Karina et ses suivantes partaient également. La fille du baron se rendait à la capitale royale en passant par l'ancienne capitale,
afin de remettre au roi une lettre résumant les événements de l'attaque démoniaque. La baronnie de Munno. Si j'ai bien compris, les seules personnes sur ce territoire à posséder des titres dignes d'un messager du roi étaient mademoiselle Nina et le baron lui-même, qui ne pouvaient pas partir pour le moment. C'est pourquoi il fut décidé que l'envoi d'un membre de la famille du baron serait la meilleure solution, et c'est finalement mademoiselle Karina qui se chargea de cette mission. Il semblait qu'un rapport au roi avait déjà été fait via le centre-ville, mais il était considéré comme courtois que le seigneur envoie néanmoins un messager pour s'expliquer en personne. Tandis que je réfléchissais à cette information, Lulu m'appela du siège du cocher. Maître, je crois que nous allons bientôt partir. Effectivement, le nombre de chariots quittant le parking du château de Munno avait considérablement diminué, et ce serait bientôt notre tour. Satou, prends soin de ma chère Karina. Bien sûr, nous nous séparerons à Boulevard City, mais en attendant, tu peux compter sur moi. J'adressai un sourire rassurant au baron Munno, inquiet. Boulevard City était le domaine des nains du duché d'Ugos. Je n'avais encore jamais rencontré de nain, l'un des habitants les plus célèbres de tout monde fantastique, et j'attendais donc cette visite avec impatience. Vous savez que vous pourrez revenir ici une fois que vous aurez accompagné Dame Karina à destination, n'est-ce pas? J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Nous devons ramener Mia dans la forêt de Bolénan. Le commentaire de mademoiselle Nina était désinvolte mais sérieux, alors je répondis sincèrement. Elle m'avait également remis une lettre de recommandation pour plusieurs aristocrates influents, ainsi que quelques lettres personnelles qu'elle m'avait demandé de remettre. J'aimerais que tu me laisses au moins mademoiselle Arisa. Sans elle, ma charge de travail va doubler. Oh, je ne pourrais pas. Je ne supporte pas de vivre sans être aux côtés de ma chérie. Arisa surgit de nulle part pour répondre à la plainte de mademoiselle Nina. J'aurais aimé m'opposer à ce « chéri », mais c'était la routine chez Arisa. Je fis semblant de ne pas entendre. Arisa me jetait des regards pleins d'espoir, s'attendant visiblement à une riposte, mais elle n'avait qu'à attendre. Plus importante encore, j'étais un peu inquiète au sujet des servantes qui approchaient lentement mais sûrement. Elles serraient toute leur poitrine et me fixaient d'un regard presque larmoyant. Je n'en avais même pas touché une seule, et pourtant elles me regardaient comme une portée de chiots abandonnés. Ne partez pas, seigneur chevalier héréditaire. L'une des servantes, une rousse élancée, s'est précipitée en criant et s'est accrochée à moi. Malheureusement, elle manquait un peu de volume. Elle avait ouvert les vannes, tandis qu'une vague de servantes se précipitait vers moi pour m'enlacer et tenter de m'empêcher de partir. Certaines ont même tenté de m'embrasser sur la joue ou le front. Si j'étais une lolicone, ce serait probablement un moment mémorable. Au lieu de cela, grâce à l'enthousiasme des jeunes servantes, j'ai manqué l'occasion d'un peu d'intimité avec les adultes bien proportionnés. Arisa et Mia m'ont donné un coup de pied par derrière en signe de protestation, assez de pamoison, mais je les ai ignorés. Sire Chevalier, restez ici pour toujours. Oui, qui fera des crêpes si vous êtes parti, monseigneur? Oubliez les crêpes, on ne peut pas goûter encore une fois à ce poulet frit? Non, épousez-moi et cuisinez pour moi pour toujours. Laissez au moins la petite Tama avec nous. Que dites-vous? Pochi est bien plus mignon. Je veux entendre la musique de Lady Mia pour toujours. Donc, au moins la moitié de leur raison de me retenir était liée à la nourriture. Je ne savais pas que j'avais conquis leur estomac à ce point. Oh, j'ai senti une traction familière sur mes jambes, alors j'ai baissé les yeux pour voir Pochi et Tama. Pourquoi était-elle suspendue à moi comme ça? Elle me regardait avec attention, les yeux pétillants. Pensait-elle que toutes ces bousculades étaient un nouveau jeu? La femme de chambre en chef frappa vivement dans ses mains, détournant l'attention de ses subordonnés de moi. Tout le monde, je comprends que nous soyons toutes tristes de voir Sir Knight partir, mais vous ne devez pas le déranger ainsi. C'est vrai, en plus, il nous a préparé un 4/4 qui se trouve dans la salle à manger. Une fois votre travail terminé, vous pourrez venir en manger une part chacune. À cette annonce du chef Gert, les femmes de chambre s'éloignèrent de moi comme une marée descendante. J'avoue que ça m'a un peu blessée. Vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, n'est-ce pas? Il ne sera peut-être pas à la hauteur de votre cuisine, sire chevalier, mais prenez ceci si vous le souhaitez. Merci beaucoup, je suis sûre que ce sera délicieux. J'ai accepté le panier-repas que le chef Gert m'a tendu et je l'ai passé à Lulu dans la station du cocher. Vous partez? Si vous vous lassez de voyager, revenez quand vous voulez. Après 1 an ou 2 d'entraînement à Labyrinth City, je vous promets que nous reviendrons. Faisant un signe de tête à mademoiselle Nina, je suis montée dans la calèche. Prenez soin des petites Tama et Pochi. Le baron Munno a parlé sur le même ton qu'il avait utilisé pour me confier sa propre fille. Non, c'était même plus émouvant. Pendant notre séjour, il les avait chouchoutées comme ses petites filles, il n'était donc pas surprenant qu'il soit triste de les voir partir. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Le baron semblait toujours inquiet. Tout va bien, Pochi va bien partout, monsieur. Tama et Pochi, occupés à recevoir les petits sachets de bonbons de mademoiselle Soluna,
se tournèrent vers le baron et sourirent joyeusement. J'aidai le couple à monter dans la calèche, puis je les rejoignis pour saluer par la fenêtre nos amis de la baronnie de Munot. Derrière le baron et ses compagnons, le reste du personnel du château, ainsi que les enfants et les personnes âgées pris en charge par le château, s'étaient rassemblés pour nous dire au revoir. Bien sûr, mademoiselle Soluna et l'ancien faux héros, Otto, sœur Zotol et les autres soldats étaient également présents. Avec Lisa et Nana en tête à cheval, notre calèche quitta le château de Munot. Nous fîmes nos adieux à notre visite inattendue et chaleureuse de la ville de Munot et prîmes la route vers le duché d'Ougouche.